Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, ce nouveau monde a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Lema, experte en transformation des médias, et je présente ce podcast avec Benjamin Boutin-Spark, artiste et consultant NFT. Et aujourd'hui, nous recevons Jean-Marc Jacobson, qui est dans la blockchain depuis 2012. Ça fait déjà longtemps, donc un pionnier. Il a cofondé l'ambassade du Bitcoin à Montréal. Et c'était vraiment la première du monde d'ailleurs. Mais on le reçoit aujourd'hui pour nous parler surtout de Realty, qu'il a cofondé avec son frère en février 2019. Realty, c'est une société spécialisée dans la tokenisation de biens immobiliers aux États-Unis, en tout cas pour l'instant. Tokeniser l'immobilier, ça veut dire que tout à chacun, on peut acheter pour $50 une fraction d'une propriété, d'un bien immobilier. Et Jean-Marc va nous expliquer tout ça aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, merci d'avoir accepté notre invitation, on est très flattés. Comme je te le disais, on parle de Realty dès qu'on sort de chez nous et on est confronté à beaucoup de résistance au changement, beaucoup de questions, et donc on s'est dit quoi de mieux que de l'accueillir à notre micro pour qu'il réponde lui-même à toutes ces questions. Donc merci beaucoup. Jean-Marc, peut-être la première chose et la principale, raconte-nous, qu'est-ce que c'est Realty ? Realty est une compagnie de tokenisation immobilière, comme tu l'as dit. Ça permet à tout le monde d'avoir accès à l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, historiquement, est très difficile d'accès. Il n'est pas liquide, il est compliqué, il est lent. Et le but était de transformer tout ça, de tout modifier. Et à Realty, on s'est dit, enfin mon frère et moi, avant que Realty existe, on s'est dit, aujourd'hui la technologie existe pour repenser l'écosystème immobilier en entier. On a dû attendre que le juridique suive, et en novembre 2018, il y a eu des évolutions juridiques qui ont permis à Realty d'exister. Donc en février 2019, nous avons intégré Realty dans cet objectif. Ok, mais donc ce sont les lois, tu parles des lois américaines, c'est ça hein ? Les lois américaines ont démarré, maintenant on les retrouve un peu partout. Ok, d'accord. Donc en gros, je pourrais tous les mois, est-ce que je peux d'abord tous les mois automatiser comme une épargne classique et me dire tous les mois 50 €, j'investis sur Realty de façon automatisée et j'achète donc tous les mois une fraction d'un immeuble aux États-Unis ou pas ? Vous devez signer les documents. Okay. Vous devez accepter d'investir dans telle ou telle propriété. Donc, il y a des fonctions qui vous permettent d'avoir l'investissement, mais ça ne sera pas tout seul. Vous devez l'approuver. Ok, et quand tu dis vous devez signer les documents, donc j'imagine que tu parles de KYC, le fameux KYC, c'est ça ? Non, alors, c'est à moment d'ouverture du compte, il faut faire un KYC, Know Your Client, c'est-à-dire votre identité, donner sa carte d'identité, preuve de domicile, etc. Pourquoi ? Parce qu'on fait des valeurs mobilières, même si on investit dans l'immobilier, on le fait à travers une compagnie. Donc ce sont des valeurs mobilières, il n'y a pas d'anonymat. Souvent quand on parle Bitcoin ou blockchain, on pense d'anonymat, vous pouvez oublier ça tout de suite dans le cas de Realty. Donc on a besoin du KYC, la preuve des fonds, source des fonds. Et au moment d'ouvrir le compte, on fait tout ça. Ensuite, on doit choisir la propriété. Une fois qu'on a choisi la propriété, on a des documents à signer. Ça se signe en ligne, ça se fait automatiquement avec quelques clics seulement, mais il faut accepter d'investir. Il y a des documents qui disent voici la propriété, enfin la compagnie qui détient telle propriété. Et vous avez toute la description et le pourquoi du comment. Oui, parce que rappelons à tout le monde que la blockchain et les NFT ne nous affranchissent pas des lois des pays et qu'on est complètement dans la régulation. La blockchain et le NFT, c'est un aspect technique supplémentaire qui permet de fluidifier des échanges d'actifs. Mais alors concrètement, Realty achète des immeubles, donc je crois à Washington ou dans des grandes villes américaines, et ces immeubles sont fractionnés, donc chaque appartement est fractionné pour permettre à tout un chacun d'acheter une petite partie de cet appartement, c'est ça ? Alors je vais reprendre plusieurs points. D'abord, tu as parfaitement raison quand tu dis que la blockchain et tout ce qui est Web3 ça ne veut pas dire qu'on s'affranchit des lois, bien au contraire. Le legal compliance, comme on dit aux États-Unis, est très très important. Il faut essayer de comprendre que tout ce que la blockchain fait aujourd'hui, c'est
le transfert de propriété, l'échange de propriété. De propriété pas au sens immobilier, de propriété au sens ownership. C'est-à-dire, avant, Internet, c'était quoi? C'était l'échange libre d'informations. La blockchain a révolutionné la chose en disant maintenant on peut échanger la propriété. Donc, ça ne veut pas dire que les lois ne s'appliquent pas. Ça veut juste dire que c'est une autre façon de faire. Realty, comment est-ce que Realty a fonctionné? Et comment est-ce que ça fonctionne encore aujourd'hui? Si on identifie une propriété cible, qu'on estime avoir un bon rendement, une belle localisation, ou un grand potentiel pour le futur, ou un bon mélange des deux, une compagnie est créée dans le seul but d'acquérir cette propriété uniquement. C'est une société, donc, par propriété. Une compagnie par propriété, absolument. Et ce qu'on tokenise, donc, c'est la compagnie elle-même. Il est impossible aujourd'hui, où que ce soit dans le monde, de tokeniser directement sur le registre foncier un bien immobilier. Ça va arriver, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ok, mais donc, dans ce cas, la blockchain me garantit la propriété d'une part de la société, mais si cette société fait faillite? La société n'a qu'un bien, c'est le bien immobilier. Ok. Donc, pour qu'elle fasse faillite, il faudrait que le bien immobilier redescende à zéro, les zéro valeurs, ce qui est exclu. C'est vraiment ce qu'on appelle un SPV, Special Purpose Vehicle. Et on token. Donc, quand on achète un token, on achète en fait une action de la compagnie. Oui, c'est important de dire ça, qu'on n'est pas propriétaire de l'immeuble, enfin de l'appartement réellement au cadastre. Voilà, au cadastre, il est inscrit que la société, elle, est propriétaire de l'appartement. Et les documents que vous signez au moment de l'achat vous démontrent et confirment que vous êtes actionnaire de la compagnie. Voilà, c'est ça. On achète donc une fraction d'entreprise, en fait, qui détient un bien immobilier. Et donc, ce qui est révolutionnaire ici, c'est qu'en général, quand je veux acheter des actions, il me faut un minimum d'argent. Ici, on peut s'adresser à tout le monde, même à des étudiants, puisque je crois savoir qu'on peut déjà investir 50 €. À partir de $50. À partir de $50, pardon. Ok. Et moi, je me pose la question c'est quoi le profil de tes clients? Surprenamment, c'est pas les étudiants. Ça pourrait l'être pourtant. C'est plutôt les gens de 30 à 7. Au début, on pensait que ça le serait. Moi, j'ai été voir mon université, j'ai présenté Realty au tout début. Ils ont fait un calcul rapide dans leur tête, entre 8 à 12% dans l'immobilier, sur $50, ça me fait tant par an. Je préfère aller faire la fête ce soir. Ah ouais. Voilà, c'était un peu la vision de l'étudiant classique. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que justement la puissance du revenu passif, c'est de commencer tôt et de le faire régulièrement. Bien sûr. Et au bout de 10 ans, 15 ans, on est surpris du résultat. Mais vraiment, on se réveille en disant « wow, ça a bien monté ». Ceci dit, le profil actuel, c'est plutôt les gens entre 35 à 65 ans. Ok. Et donc... et des cadres. Et des cadres. Oui, des gens qui ont l'habitude de l'investissement, en fait. Exactement. Donc, plutôt des gens qui vont investir de l'argent, mais pas... ça ne remplace pas... Parce que moi, quand j'ai découvert Realty, je me suis dit, waouh, ça remplace le livret vert, en fait. Le bon père de famille. Alors, en Belgique, on dit le livret vert, en France, je ne sais pas comment on dit, mais le bon père de famille... Le livret A. Le livret A. Le livret d'économie pour les enfants, en fait. Au lieu de mettre son économie en banque, on la met chez Realty régulièrement. Je pense que c'est bon d'avoir les deux. Realty, c'est un investissement immobilier. Donc, il y a l'industrie immobilière, le marché immobilier a quand même des cycles. Je ne sais pas si le livret vert ou le livret A a des mêmes cycles, mais en tout cas, l'immobilier monte et descend. Il faut savoir, quand ça descend, tenir le coup. Et quand ça monte, il faut savoir en profiter aussi. Les cycles sont lents et longs, mais ils existent. Maintenant, en général, la tendance de l'immobilier, elle est haussière, et surtout, c'est le meilleur investissement contre l'inflation. Oui, il y a quelque chose de sécurisant en fait dans l'immobilier. Quand Claudia parle des livrets, ce sont des livrets garantis par l'État. Donc l'État garantit 1% par exemple, ou aujourd'hui le livret A, je crois que c'est moins d'1%. Mais il y a quelque chose de sécurisant dans l'immobilier. On se dit l'immobilier va, alors peut-être pas monter, a priori il monte régulièrement, doucement, mais sûrement. Mais en tout cas il va pas chuter. Il fait pas comme le Bitcoin, moins 50% en une semaine. Donc on se dit il y a quelque chose de rassurant, on peut investir long terme dans l'immobilier en fait. Absolument. Dans l'immobilier, il y a quand même le terrain, il y a quand même
la rentabilité aussi, ce qui fait qu'il n'y a pas de spirale infernale descendante qui peut arriver en une heure. C'est ça, ça n'existe pas. Comme sur les marchés boursiers, voilà. Et la propriété, en fait, quand je l'ai achetée, cette fraction de propriété, elle m'est donc livrée sur mon wallet. C'est exact. Et est-ce que je peux la payer en crypto ? Vous pouvez la payer en crypto, avec votre carte de crédit, comme vous voulez. Ok, fantastique, fantastique. Oui, moi j'ai fait la démarche effectivement avec le KYC, donc j'ai donné ma carte d'identité. Absolument. Et j'ai maintenant possibilité de payer soit en fiat, comme on dit, en euros ou en dollars, ou alors directement en crypto. Alors j'ai une question sur j'ai vu que on pouvait maintenant, il y a un marché secondaire, donc il y a la fameuse marketplace, donc je peux acheter des tokens Realty, donc être propriétaire d'une fraction de cette société qui possède le bien, et je peux aussi revendre ce token, mais j'ai vu qu'il fallait faire à nouveau le KYC, la personne qui va m'acheter le token doit aussi s'enregistrer. Alors, très bonne question, très bien. Donc, quand on a démarré Realty, on voulait vraiment repenser l'immobilier. Ouais. La première chose, c'était l'accès. On en a parlé à partir de $50. Mais après, il y avait le problème de liquidité. Ouais. Donc, au début, Realty s'engageait à racheter le token si vous vouliez vendre. Donc, vous pouviez très bien acheter le lundi, recevoir les loyers pendant la semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et revendre le dimanche votre token. Avec le temps, février 2019, donc c'est quand on a commencé ça. En novembre 2019, Realty était les premiers à avoir des security tokens, donc des tokens qui représentent des valeurs mobilières, à s'intégrer dans ce qu'on appelle les DEX aujourd'hui, Decentralized Exchange. Ce sont des protocoles d'échange qui sont décentralisés. Donc tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie de la finance décentralisée. Realty est très imbriqué dans cette industrie. Donc effectivement, il a fallu le faire, on a passé pas mal de temps à tout coder, parce qu'il faut le faire de façon compliant. C'est-à-dire, encore une fois, dans les échanges décentralisés, il n'y a pas de contrôle normalement, c'est décentralisé. Là, ce qu'il fallait, c'était pouvoir vendre son token, mais à qui ? Eh bien, cette personne doit aussi avoir fait son KYC et avoir été approuvée pour ce bien. Approuvé dans le whitelisting, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que l'adresse où on va livrer le token doit être approuvée par Realty. Elle doit être connue. Oui, mais quand on est sur un DEX, comme tu dis, type Uniswap, qui est le DEX le plus connu aujourd'hui. Qui était le premier sur lequel Realty a été actif. Oui, donc sur Uniswap, pour l'avoir moi pratiqué, qui est pour ceux qui nous écoutent, c'est effectivement un site web finalement qui est sur la blockchain. On connecte son wallet et on peut échanger des tokens directement entre particuliers en fait. C'est exactement ça. Mais il n'y a pas de... Uniswap ne connaît pas notre identité. C'est-à-dire que moi je peux connecter mon wallet anonymement et acheter un token Realty sans même avoir donné ma carte d'identité. Non. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que les adresses, c'est dans le contrat du token lui-même. Ouais. La transaction ne peut avoir lieu que si elle va vers une personne qui est déjà enregistrée sur le site avec une adresse whitelistée, donc sur liste blanche dans notre site. Donc si je veux m'amuser à acheter des tokens Realty sur Uniswap sans passer par vous, il faut quand même que je passe par votre site, m'enregistrer avec ma carte d'identité, mettre mon numéro de wallet. Et vous me dites, ok, ce numéro de wallet, il est bon, il est validé, vous pouvez aller sur Uniswap, acheter des tokens. Et ça apporte, donc c'est exactement ça. Je comprends. À tout moment, on sait qui a quoi. Ok, mais c'est super sécure. C'est un devoir réglementaire de toute façon. Okay. Oui, c'est très sécure, ça amène beaucoup de c'est rassurant. Ouais. C'est rassurant. Pour celui qui doit investir, mais ce qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, tu me dis que ta cible, c'est pas les jeunes, mais ça va peut-être le devenir à un moment. J'aimerais que ce soit les jeunes, j'aimerais qu'ils démarrent. J'aimerais que les jeunes comprennent que de temps en temps, peut-être mettre simplement $50 dans un investissement qui rapporte un pourcentage, donc sur $50, c'est pas beaucoup, si c'est 8% ou 10%, ça représente pas énorme. Mais j'aimerais qu'avec le temps, ils comprennent qu'on met de côté, on oublie et on fait cet investissement régulièrement. Parce que la propriété fractionnée, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup plus qu'à nous, beaucoup plus qu'à nos générations. Parce qu'en fait, eux, ils n'ont par rapport à la propriété, nous, on voulait écouter de la musique, on achetait un disque. Exactement. Eux, ils louent sur une plateforme d'écoute. Ils partagent leur voiture, ils partagent leur vélo, ils partagent leur appartement. Ils partagent leur appartement. La relation par rapport à l'endroit où on vit s'est complètement métamorphosée avec les milléniums. Oui. C'est-à-dire que le co-living, le co-sharing, ce qu'on veut, c'est ce qu'ils recherchent. Ils se sentent plus libres. Ils se sentent plus facilement de passer d'une ville à l'autre. Ils se sentent moins seuls parce qu'ils se sentent isolés. Exactement. Ouais. Et donc le rêve
qu'on a eu, nous, dans lequel on a grandi, d'avoir sa propriété, sa maison, qu'on rénove, qu'on entretient, qu'on nourrit. Sa maison, sa voiture. Ils ne l'ont pas. Ils l'ont complètement différemment. Ouais. Mais donc, la propriété fractionnée, pour eux, ça doit être une logique. Absolument. Ouais. On eût cru que c'eût été un marché naturel. Il y a encore un peu de chemin à faire pour que les jeunes y arrivent. Oui, et puis de l'éducation parce qu'eux aussi subissent l'inflation, donc ils ont peut-être moins d'argent pour sortir, manger, etc. Donc peut-être que l'économie, même si elle est sous cette forme, peut-être qu'elle est plus difficile qu'avant. Et moi, je voudrais revenir sur un truc qu'on nous pose souvent. Où est le notaire dans ton truc ? Quand la compagnie achète la propriété, on passe par tous les circuits traditionnels. C'est-à-dire on passe par la due diligence, on passe par les vérifications, l'environnement, les analyses d'environnement, on passe par le title agent ou l'avocat. Aux États-Unis, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas le notaire, c'est un avocat ou un title agent. Tout ça est certifié, il est là. C'est par la suite, une fois que le bien est dans la compagnie, que la compagnie est tokenisée, pour acheter et pour vendre, on passe directement à travers les tokens. Ok, mais donc ça c'est quand même génial, parce que si demain on devait acheter un immeuble avec des gens du monde entier sans passer par la tokenisation, ça serait ça serait indigeste comme procédure. Ça serait difficile. Là, il faut imaginer qu'à Realty, quand même, on a sur une propriété d'environ, on va dire, $1 million, on a environ 1000 participants, 1000 investisseurs dans 100 pays différents. Qui ne se rencontrent jamais. Jamais. Et donc qui ne vivront jamais dans ce bien, donc c'est du pur c'est l'investissement pur. Oui, parce que rappelons quand même que l'innovation, elle est surtout par rapport à la tokenisation, parce que ça existe en France, il y a moyen d'avoir une société qui investit dans un bien et d'avoir plein d'actionnaires d'une société qui a un bien. C'est pas ça qui est nouveau. Ce qui est vraiment la révolution, c'est que on peut faire ça sans notaire, c'est-à-dire qu'une fois que la société a acheté le bien, ensuite on installe les tokens sur la blockchain et tout un chacun peut acheter des tokens et non pas passer par un notaire à chaque fois qu'il y a une transaction, une transaction de parts immobilière, etc. C'est ça la révolution. Et que ça soit aussi gravé dans la blockchain, que ça soit certifié par la blockchain. En fait, le notaire, c'est la blockchain en fait maintenant. Mais le registre et la blockchain, c'est immuable et c'est sécuritaire, absolument. Et en plus, le token a vraiment une vie sur la blockchain. C'est-à-dire qu'il est intégré dans ce qu'on appelle aujourd'hui Web 3. C'est-à-dire on peut, comme vous l'avez dit, le vendre, en acheter, donc il y a la transaction. On peut aussi, aujourd'hui, décider de hypothéquer, entre guillemets, sa fraction, son token. Tu peux développer ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut prendre son token, aller sur notre plateforme de lending qui s'appelle le RMM, on dépose le token dessus et on peut emprunter jusqu'à 50% de sa valeur. Alors aujourd'hui, on l'a démarré il y a à peu près un peu plus d'un mois, donc on ajuste un peu le curseur. Aujourd'hui, on a mis 50%. Avec le temps, on montera un petit peu jusqu'à 60-70. Mais si on a un token de $50, on le dépose sur le RMM. On continue à recevoir ses loyers, donc c'est déposé. Et je peux racheter un demi-token. Mais après, on peut prendre 25. On reçoit $25 et on peut acheter un demi-token, etc. Prenons 100. Donc j'ai 100. J'ai 2 tokens à $50. J'ai $100. Je les mets sur ta plateforme. Et je récupère 50 avec lesquels je peux encore racheter. Un token, absolument. Oui, c'est ça. Et vous recevez des loyers sur 3 tokens. C'est fantastique. C'est ça, oui. Ben oui, c'est génial. Ouais. C'est effectivement les méthodes de la finance décentralisée, la fameuse DeFi, Decentralized Finance. Appliquée à l'immobilier. Exactement. Et en fait, on retrouve le même principe. Nous, dans ce podcast, à chaque fois, on dit, si vous achetez de la crypto, le Bitcoin, même s'il vaut 30 000, vous n'êtes pas obligé d'acheter pour 30 000, vous pouvez acheter $1 de Bitcoin. Donc, la crypto-monnaie est aussi fractionnée. Et ça permet aussi d'acheter pour pas cher, pour un petit investissement. Alors, il y a une autre aussi fonction qu'on a développée à Realty, c'est de pouvoir, à la place de recevoir le loyer, de réinvestir automatiquement dans ce qu'on appelle la maison de réinvestissement. C'est-à-dire vous identifiez une maison, on vous propose une maison qui ne peut être achetée qu'à travers les loyers perçus. J'ai pas compris, répète. Alors, tu as des tokens. Tu en as 2, comme on a dit. Et tu dis, les loyers que je reçois, en fait, j'ai pas besoin de cette rentabilité tout de suite en cash. Je préfère que ça aille directement
dans une autre propriété. Oui, réinvestir ses loyers, quoi. Et on réinvestit automatiquement les loyers dans une propriété qui a été approuvée par vous. C'est-à-dire, on la met sur le site en disant ça, cette maison, elle est disponible qu'en réinvestissement. Ceux qui optent dedans, dès qu'ils reçoivent leur loyer, ça va automatiquement être payé. Vous recevrez des fractions du token de cette propriété. Ce qui fait que vous recevrez des loyers de la nouvelle propriété avec les loyers que vous avez reçus. Donc en fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est que vous composez les revenus. Okay. Dans l'immobilier, quand on reçoit des revenus, c'est entre guillemets, si on considère les revenus, les loyers comme des intérêts, c'est des intérêts simples. En faisant ça, on les compose. On multiplie ça par la plateforme de lending, où on peut emprunter. Ouais. C'est des techniques financières subtiles, ça. Hein, alors, justement, avec la puissance de la finance décentralisée, de la blockchain, c'est de permettre ça. Ouais. On n'est pas obligé de l'utiliser. On n'est pas obligé. On peut très bien simplement dire j'achète mon token, je reçois mon revenu net et j'attends. Mais si on veut aller plus loin, la possibilité là, et elle grandit tous les mois. Ouais. Ouais, moi je crois beaucoup à ça, c'est l'éducation. En fait, ça va pousser le grand public, tout à chacun, à comprendre, à s'intéresser à la finance et à comprendre ses mécanismes financiers. À gérer son argent. À gérer son argent, etc. Il y a un truc que je réalise qu'on n'a pas dit, c'est qu'avec chaque token realty, on perçoit une part du loyer de la personne ou de la famille qui a loué l'appartement. Absolument. Qui va louer ça, un loyer, je sais pas, $1,000, $1,500 par mois. Et bien, ce loyer est fractionné aussi selon tous les détenteurs du token. Et on récupère ça par mois? Alors, à la semaine. À la semaine. À la semaine. Ouais. Et vous récupérer la fraction nette, enfin le revenu net. D'ailleurs, qu'on déduit un pourcentage pour les taxes foncières, la maintenance, les utilities, etc. Tout ce qui fait partie des dépenses immobilières traditionnelles. Et donc, tu garantis donc entre 8 et 10, c'est ça? Non, on ne garantit pas, c'est l'immobilier qui paye. Non, on ne garantit pas. Realty ne garantit pas. Si le locataire ne paye pas, okay. Il n'y a pas de loyer distribué. Ah, d'accord. Donc il n'y a pas de garantie. On est impliqué dans le risque locatif. Absolument. Maintenant, il est possible d'acheter une assurance. Ah, d'accord. Une assurance décentralisée sur le revenu locatif. C'est-à-dire que vous pouvez être assureur et assuré. Oui, mais donc, ça veut dire que tous les propriétaires de l'immeuble doivent cotiser à cette assurance, ou toi, de façon isolée, tu peux acheter? C'est la fraction. Vous décidez si vous voulez assurer ou pas. C'est à vous de décider. Si jamais un bien rapporte du 10%, vous sacrifiez un point de rentabilité, vous passez à 9, mais votre revenu locatif est garanti par cette assurance tant que vous payez ce point. En fait, ton taux de rendement de 8 à 10%, c'est une constatation sur les mois précédents. Il se trouve que les loyers ramènent en moyenne 8 à 10. C'est le marché qui dit. Quand on a démarré les premiers investissements qu'on a fait à Détroit en 2019, les prix étaient très bas. On avait du 13%. Depuis, ça a augmenté. Aujourd'hui, on a 10%, 11% max. Mais parce que le prix de l'immobilier a augmenté. Oui. C'est énorme, n'empêche. Alors, mais c'est énorme. On me dit souvent c'est pas possible ou c'est énorme. Oui, c'est suspect. Voilà. C'est Ponzi. Mais pourtant. En Europe, il y a plein de villes, il y a plein d'endroits où je connais des opérateurs, des professionnels de l'immobilier qui ont cette rentabilité. Pas à Paris, pas à Bordeaux, pas à Madrid, pas dans les grandes villes, certes, mais dans les provinces, dans des banlieues, dans des endroits, dans des villes plus petites, ils arrivent à avoir cette rentabilité tous les mois, régulièrement. Okay. Ouais, il y a eu ça dans un des podcasts de Mathieu. Sur une fille qui investissait à Calais. À Calais, ouais, dans les petites villes, effectivement, de province, et elle disait qu'il y avait une très belle rentabilité de l'ordre de, effectivement, 7, 8, 9 %. Tout à fait. Ouais. Et si jamais les biens étaient à Manhattan, vous auriez du 2% ou 1%. Ouais, c'est ça. Le jeu est différent. C'est plus le revenu passif qu'on cible, c'est le gain en capitaux sur la valeur que prend la propriété sur le long terme. Et ça, vous faites aussi? On va le faire. Okay. On a fait une propriété de grand luxe qui, elle, a quand même un bon rapport, 7%. Oui. C'est quand même excellent pour un bien de luxe. Mais le but, c'est vraiment de plus long terme sur la capitalisation, l'augmentation de la valeur du bien. Oui, je comprends, parce que sur ton site, je comprends mieux, parce que je vois beaucoup de Détroit, effectivement. Et beaucoup de sold out. Et on voit, alors tout est sold out. Détroit, Chicago, Oklahoma. Et qui sélectionne Cleveland, excusez-moi, dans l'Ohio. Mais on voit que c'est on a l'impression que c'est proche banlieue résidentielle. Absolument. Donc, c'est absolument ça. Oui, c'est ça. Absolument. Et qui sélectionne les biens? C'est toi? C'est ton frère?
Mon frère et moi. Ok. Mon frère tourne beaucoup. On vient quand même de l'immobilier, il faut le préciser. On a démarré blockchain en fin 2011, début 2012, certes, mais notre métier à la base pendant 20 ans avant, donc 30 ans cumulés, c'est l'immobilier résidentiel. On a fait un peu de tous les immobiliers qui existent, mais notre spécialité, c'est l'immobilier résidentiel. Okay. Donc on a fait l'acquisition, la gestion, la revente, le refinancement, c'est ce qu'on connaît. On a découvert la blockchain par hasard et on a été passionnés. Mais donc on a quand même un réseau important aux États-Unis et au Canada de propriétaires ou de foncières ou de trucs qui, on sait qui appeler ou faire une étude de marché pour sélectionner l'immobilier. Et je vois que tout est sold out. Oui. On peut avoir une whitelist pour être prévenu quand il y a un immeuble qui arrive ou pas? Il y a un email qui est envoyé, à partir du moment où on est enregistré, on reçoit un email, une nouvelle propriété disponible. Et quand on t'a eu sur le podcast, on a des privilèges ou pas? Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi des maisons particulières, hein. Il n'y a pas que des immeubles. Il y a aussi des villas, des maisons. Tout à fait. Ouais. Donc c'est assez varié. Mais je trouve qu'il a dit un truc important, c'est qu'en fait, c'est le même principe que dans l'immobilier classique, ça ne te dédouane pas de tes responsabilités et des risques en tant que propriétaire. Si ton locataire ne paye pas, ben c'est la même chose. On a eu un immeuble qui a eu un accident. Il y a eu un feu dans un des appartements. Ça a affecté 3 appartements. Sur les 3 appartements, il n'y a pas eu de rentabilité. L'assurance a payé. On a fait une vidéo, on a expliqué ce qui s'est passé, on a montré le feu, ça arrive. Dans ce cas-là, l'assurance paye une partie, pas tout. La distribution nette était affectée. Le temps qu'on répare, qu'on rénove. Après, on a pu augmenter les loyers, d'accord. Mais en attendant, il n'y avait pas cette rentabilité. C'est vraiment l'expérience propriétaire que l'on a. Oui, parce que alors, ça s'appuie quand même sur la confiance qu'on vous accorde, vous, Realty. Alors, vous êtes des professionnels de l'immobilier, ça se sent, ça se voit, parce que c'est vraiment extrêmement bien conçu, ça se voit. Et puis, quand on apprend, quand on lit un peu sur vous, on sait que vous venez de l'immobilier. Donc, mais la question, c'est, est-ce que tu peux me confirmer ça, c'est que tu aurais dit que même si Realty fait faillite, imaginons, hein, worst case scenario, mais imaginons que Realty disparaisse, on reste propriétaire de cette fraction de la société qui détient l'immeuble, en fait. Mais absolument, vous restez actionnaire de la compagnie qui détient la propriété. Cette compagnie ad vitam, elle ne risque rien, même si Realty est juste un des actionnaires, en fait. Si mon frère et moi nous décidons d'aller tokeniser l'immobilier sur Mars, on part, on n'est plus là, on fait ça avec Elon. Et bien dans ce cas-là, vous restez propriétaire de l'action qui détient cet immeuble. Et si jamais il n'y a plus la plateforme Realty, il n'y a plus de ça, mais c'est des procédés qui existent depuis que les corporations existent, avec un liquidateur qui est nommé, après il réunit tous les actionnaires, puisqu'ils sont connus, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'anonymat. Il y a un vote qui se met, on met la propriété en vente sur le marché, ou on continue à l'administrer avec un autre gestionnaire, ou on change de plateforme, etc. Realty n'est là que pour faciliter les transactions. Oui, c'est ça. Realty, c'est un intermédiaire finalement temporaire finalement. Et c'est pour ça que je comprends mieux quand tu dis le token Realty, il a sa propre vie sur la blockchain, complètement indépendamment de vous, de ce que vous décidez, de ce que vous êtes, etc. Et cette propre vie, donc, elle est inscrite dans la loi aussi, puisque c'est la loi américaine qui permet ça, d'émettre des tokens d'une société qui possède un bien. De tokeniser des biens. Voilà, de tokeniser des sociétés. Voilà, de tokeniser des parts de société ou des actions. C'est ça. Et ça, c'est uniquement aux États-Unis. Est-ce qu'en Europe, tu vas pouvoir te développer ? Il y a l'équivalent qui se fait. Le problème, il est différent en Europe. Surtout en France, puisque là, on est en France aujourd'hui. Le montage juridique en France de Realty est parfaitement possible juridiquement. Il est possible. On peut prendre une valeur, une action, et dire qu'on l'exprime à travers un token et que la seule façon d'acheter cette action, c'est à travers un token cryptographique sur la blockchain. C'est possible. Le problème, c'est qu'économiquement, ça n'a pas de sens. Parce que le token ne peut pas être acheté ou revendu facilement à cause des droits de mutation. Ça, c'est l'État qui doit percevoir une taxe. Absolument. C'est ça. Absolument. Donc, si un token est à $50, ou 50 €, si on imagine que l'immobilier est en France, 50 €, et qu'à chaque achat ou vente, il faille payer un minimum de 25 €. Ah oui, non, c'est pas intéressant. Voilà. C'est parce qu'aux USA, il n'y a pas cette taxe. Il n'y a pas, c'est tout à fait différent la façon dont ça marche. Ce qui fait qu'en Europe, on a
Ça fait longtemps qu'on étudie comment faire la même chose en Europe sur de l'immobilier européen. Nous pensons avoir trouvé une façon, ça a pris beaucoup d'études juridiques avec des avocats, et je pense que d'ici la fin de l'année, nous aurons donc des propriétés européennes à proposer. Ah, ça c'est une annonce, hein. C'est un ça, scoop. c'est une grande annonce. C'est un scoop. Ce n'est pas, ce sera une structure juridique différente, mais qui donnera une véritable sécurité sur le bien immobilier. Ce ne sera pas simplement un contrat commercial entre le token holder et le propriétaire. Oui, ça agite beaucoup. Le monde de l'immobilier européen s'agite énormément autour de cette tokenisation. Vous avez une longueur d'avance carrément assez belle d'ailleurs, mais ça agite. Tout le monde cherche, enfin beaucoup de gens cherchent. Hein, ça, On a fait d'ailleurs, on a été interviewé dans un magazine belge, un magazine business belge qui s'appelle Lobby, et on a parlé de realty et de la tokenisation immobilière. Ils n'ont rien compris, mais bon, ils ont fait l'article. Oui, c'est assez technique en fait, parce qu'effectivement, il y a des enjeux d'immobilier, il y a du droit immobilier, il y a des enjeux fiscaux, et puis il y a des enjeux d'investissement, des enjeux blockchain, des enjeux NFT. Alors, les enjeux fiscaux ont été particulièrement compliqués pour Realty au niveau américain. Ah oui ? Finalement, on a trouvé, ça a été beaucoup de travail aussi, beaucoup de juridique aussi. Une autre partie du juridique, là c'est le fiscal, mais finalement tout s'est bien goupillé. Okay. Par contre, l'investissement a dû être fait, oui. Ouais. Et pour le développement pour l'Europe, ça c'est prévu pour quand ? Fin 2022. Oui. J'ai juste une petite inquiétude. Si demain il se passe quelque chose avec mon wallet et que je perds l'accès de mon wallet et donc ma propriété à l'intérieur de mon wallet, vous faites quelque chose ? En général, dans le monde DeFi et de blockchain, on ne perd pas l'accès à son wallet et on ne partage jamais sa seed. Ceci dit, Realty est une valeur mobile, propose des valeurs mobilières sous forme de token, donc on est obligé d'avoir un recours si jamais ça arrive. Donc imaginez que vous avez votre wallet, vous percevez vos revenus net, votre distribution nette dessus en stablecoin USDC, que vous pouvez changer comme quand vous voulez, en dollars ou dans une autre monnaie. Dans ce wallet, vous avez donc votre token Realty et vous avez votre revenu net. Si jamais vous perdez accès, le revenu net, les stablecoins que vous avez, je peux rien pour vous. Realty ne peut rien pour vous. C'est votre argent, c'est votre cash, vous pouvez... Voilà, c'est perdu. Le Real Token lui-même, qui est une valeur mobilière, il y a une démarche administrative que Realty peut enclencher, qui est pénible et qui prend 2 semaines quand même, c'est du travail, mais qui fait en sorte que qu'il est possible pour Realty technologiquement de rappeler ce token, donc de le rappeler, de le détruire et d'en réémettre un autre, comme si on réémettait une action. Okay. Il faut que ce soit les mêmes possibilités. D'où est-ce que ça vient ? Ça vient d'un gouvernement qui dirait, par exemple, tous les biens de monsieur Intel doivent être gelés. Encore une fois, il n'y a pas d'anonymat. Encore une fois, nous respectons les lois. Si jamais on a un tel ordre, on peut le faire. Voilà, s'il y a un oligarque russe actuellement... C'est un très bon exemple. Des tokens Realty. Bon, aujourd'hui, c'est un très bon exemple. Voilà. Oui, alors moi j'ai une question intéressante qui m'intéresserait de connaître, c'est nous on s'appelle NFT Business parce qu'on est axé sur les tokens non fongibles, donc les tokens uniques, mais Realty, me semble-t-il, c'est évidemment un token fongible. C'est des FFT, Fully Fungible Token. Voilà, c'est Fully Fungible, donc c'est l'inverse du NFT, c'est complètement fongible, ce qui veut dire que le token de l'appartement numéro A à Détroit, voilà, un appartement bien précis, je possède un token de cet appartement, je vais le revendre sur Uniswap, donc à quelqu'un d'autre. Et puis finalement, j'aimerais moi récupérer une fois de plus la propriété. Donc je vais récupérer un autre token du même appartement. Mais finalement, c'est la même chose. C'est la même chose en fait. C'est la même chose. Donc je peux les vendre et le jour où je veux récupérer des loyers, acheter à nouveau des tokens de cet appartement. Tout ça est fongible en fait. Et c'est important que ça le soit. Et c'est important. Oui. Quand il s'agit d'investissement, c'est important que ce soit fongible. Quand il s'agit d'un titre de propriété, et on y arrive, il y a des compagnies qui le font. Par exemple, si vous voulez acheter une villa pour vous, ou en investissement, vous voulez acheter la totalité d'un coup, on peut vous proposer un NFT qui représente le titre de propriété. Il n'est pas fractionnable, mais c'est votre titre de propriété sur blockchain. Ça marche. Maintenant, quand c'est de l'investissement, vous ne voulez pas ça. Pourquoi ? Vous voulez de la liquidité. Vous voulez que ce soit liquide, il y a tout ce qu'on appelle la célérité du token, il faut que ce soit fractionné, qu'il y ait le plus de personnes possible, justement pour faciliter ce marché, cet échange. Donc la fongibilité est un paramètre
extrêmement important. Oui, mais d'ailleurs, le token Realty, il est adossé à un appartement bien précis, bien particulier, alors. Oui. Donc il a une sorte de numéro, il a un code. Alors chaque compagnie est tokenisée. Elle a le token porte un nom. Donc la série, on émet par exemple, on va dire 1000 tokens pour une propriété X. Donc qui représente la compagnie, il y a 1000 tokens. Okay. Et il n'y en aura jamais 2000, il y en a 1000. Il y en a 1000, oui. Et ils sont fongibles entre eux. Voilà, les 1000, ce sont un de ces 1000 là qu'il faut que j'ai pour... Exactement, pour avoir la fraction de telle propriété. Ok. Et Realty, c'est une société américaine ? Absolument. Donc, moi, je vis en France, j'achète des tokens Realty. Est-ce que toi, tu dois déclarer à l'État français que j'ai des tokens ? C'est à moi de les déclarer. Ah oui, vous faites votre déclaration. C'est comme si vous aviez un titre de valeur mobilière. Vous faites votre déclaration, absolument. Mais toi, tu ne dois rien déclarer. Tu déclares aux États-Unis, mais pas ici. Exactement. Okay. On a des token holders dans 135 pays différents. Donc ça aurait été compliqué. Mais c'est ce que dit Claudia. D'ailleurs, même quand un Français a des actions Google aussi, ou des actions côté au marché américain, il faut les déclarer, effectivement, parce que c'est une valeur mobilière. Mais je crois qu'en France, la banque, puisqu'on passe toujours par une banque pour acheter une action... La banque les déclare pour toi. La banque les déclare pour toi, en fait. C'est possible. Là, on passe par la blockchain. Oui, c'est ça. Ok. Mais donc, si je veux revendre mes tokens, je les revends chez toi ? Non, vous pouvez. Vous pouvez les revendre à travers Realty. Vous pouvez les revendre sur Index. Uniswap. Uniswap, par exemple, qui est un très bon exemple. Vous pouvez les revendre sur le marché de gré à gré. Donc, par exemple, sur Telegram, il y a des chaînes de token holder de Realty qui souvent entre eux disent moi j'ai ce token là, je cherche à en acheter pour compléter tel immeuble, ou je cherche à en vendre, j'ai besoin de liquidité, qui va acheter? Pourquoi est-ce qu'ils le font de gré à gré plutôt que de passer par Realty? Parce que Realty prend 3%. Tandis que quand c'est de gré à gré, il n'y a pas ça. Donc effectivement on encourage les transactions de gré à gré ou sur les DEX. Et est-ce que vous accompagnez vos clients dans l'accompagnement de la stratégie DeFi? Realty a une superbe communauté qui tous les jours. Contre vous. Explique un peu. Qu'on trouve sur Telegram. On va sur Telegram ou sur Discord. La plus active aujourd'hui est sur Telegram. On va sur notre site web, on descend, on dira tous les liens des réseaux sociaux. Okay. On clique sur l'icône Telegram et on est directement dessus. Il y a tous les tutoriels, voilà. Ouais. Tous les tutoriels possibles sur comment faire, etc. La communauté aide énormément. Et pour ceux qui veulent creuser plus et qui veulent mordre dans la défi, il y a plein de stratégies, justement grâce au RMM, à l'assurance, aux nouveaux protocoles qui n'ont rien à voir avec Realty, mais qu'on peut utiliser pour optimiser. Et il y a une entraide phénoménale. Ok. C'est presque un projet social, enfin c'est un projet capitaliste, mais presque envergure sociale, parce que ça donne accès à la propriété aux gens qui aujourd'hui n'ont pas les moyens d'accéder à cette propriété. Oui, c'est exactement ce qu'on voulait. D'organiser la liquidité. La liquidité, on rappelle, c'est la possibilité, quand on veut vendre, de trouver tout de suite un acheteur en face de soi. Ce qui est le plus dur. On connaît bien dans l'art, par exemple, on veut vendre un tableau, mais personne ne veut l'acheter. Alors que la liquidité que tu offres, en fait, c'est que tu dis, mais rassurez-vous, le jour où vous voulez vendre, il y aura un acheteur en face. C'est exactement ça. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement puissant. C'est à la fois la tokenisation, c'est souple. On peut investir pour $50. Et le jour où on veut vendre, il y a un acheteur en face. Alors, si jamais tout le monde veut vendre. Ah oui, mais ça, c'est en cas de crise. Oui, s'il y a une perte de confiance. Pourtant, ça peut arriver. Oui, oui. Il faut qu'on soit prêt. Oui, mais en cas de crise, ton immobilier, c'est ce que tu vends en dernier, non? En général, oui. Ouais. Maintenant, on imagine pour une raison X, Y, Z. Le scénario catastrophe. Oui. Un scénario que je n'arrive pas à imaginer, mais... une crise des subprimes comme il y a eu en 2008 par exemple. On n'est pas hypothéqué. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Realty ne propose pas des biens qui sont hypothéqués ou financés par une banque. Vous voulez avoir un effet de levier, vous allez hypothéquer entre guillemets votre token. Pas le bien. Le bien, il n'est pas à risque. Ouais. Ah, vous l'avez acheté cash en fait. Il est payé cash. D'accord. Okay. L'effet de levier se fait à travers le token. D'accord. Comme ça, il n'est pas à risque. Vous risquez votre token. Oui, bien sûr. D'accord, mais pas le bien immobilier. Okay. Donc, maintenant, on imagine une catastrophe où, pour des raisons que je ne sais imaginer, tout le monde va y vendre une propriété. Maintenant, ce cas-là, effectivement, il n'y aura personne en face puisque tout le monde veut vendre. Maintenant, ce cas-là, c'est simple. La procédure est prévue. Dans ce cas-là, la compagnie met le bien en vente sur le marché. Point. Ça dure un temps.
On n'imagine pas que ça puisse arriver, mais en tout cas, c'est prévu dans les contrats. Il y a un plan B, quoi. Il y a toujours un plan B dans toutes les situations. Oui. J'allais me dire, je vais poser cette question qui est un peu stupide, mais quand même, je la pose. Donc, j'ai des tokens. Oui. OK. Et toi, tu dis tu peux les hypothéquer via votre plateforme. Mais est-ce que, si je vais à la banque et que je leur dis, moi, j'ai 200 tokens Realty... Ah, ils vont dire non. Ils vont rien comprendre. Oui, mais pourtant, c'est reconnu comme des actifs. Ils vont rien comprendre. Et de toute façon, en plus, utiliser un token aujourd'hui d'une compagnie américaine comme collatéral dans une banque européenne, ça va être difficile. C'était une belle question, en fait. Oui, mais ça va être difficile. Mais tu as raison, non, mais Claudia a raison, ça viendra. Ça viendra. Est-ce que c'est dans 2 ans, dans 4 ans? Non, mais c'est-à-dire que c'est incohérent. C'est reconnu par l'État comme un actif sur lequel tu vas être imposé et c'est pas reconnu par ta banque comme un levier. Si, c'est cohérent. On peut avoir l'un et pas l'autre. Ouais. On peut avoir l'un et pas l'autre. Si mais quand tu as dit que ça va arriver dans le futur, je le pense aussi. Je pense que dans 10-15 ans, tout ce qui est finance décentralisée, Web3, blockchain, sera normalisé. Ça va devenir de plus en plus facile à utiliser. Ah oui, mais... Et ça va, en plus de ça, s'enrichir. Ça va devenir de plus en plus puissant. Oui. Donc, il y aura plus de gens qui seront éduqués. Ce sera plus facile avec les interfaces utilisateurs et il y aura plus de possibilités. Ça sera partout. Aujourd'hui, quand on envoie un email, personne ne sait qu'on utilise le protocole SMTP, on s'en fout de tout ça. On envoie un email. Oui, puis on se souvient tous, moi je me souviens, envoyer un email il y a 20 ans, c'était toute une histoire, il fallait se connecter avec un modem, c'était tout un truc, quoi. Mais absolument. Et puis moi je me souviens en 2012, quand je prêchais Bitcoin, on me prenait pour un allumé. Aujourd'hui, je prêche avec la même ferveur la finance décentralisée. Ouais. C'est inévitable, le génie est sorti de la bouteille, on ne va pas le remettre dedans. Ça va avancer. Alors il y aura des obstacles, il y aura des règlements, des régulations, des trucs, oui. Mais c'est inévitable que ça va se développer. Agressivement. Oui, d'ailleurs, même les grandes banques commencent à le comprendre. Il y a les expériences sur, c'est pas l'objet de l'épisode, mais sur les monnaies nationales de banque centrale, tout ça aussi, c'est de la crypto nationale. Donc ça n'arrête pas de bouger, les banques font beaucoup d'expériences dans ce domaine. Absolument. Et tu disais qu'on pouvait investir à partir de $50, mais est-ce qu'il y a un investissement maximal? Est-ce que je peux acheter toutes les parts d'un immeuble? En théorie, c'est possible. En pratique, non, on le limite. Pourquoi ? Parce que le but est d'avoir de la liquidité. Okay. Le but, c'est la liquidité. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait un certain nombre de token holders. Donc, le maximum que l'on puisse acheter une propriété à l'émission, c'est 10% de la valeur. Après, vous pouvez aller sur le marché secondaire et acheter tous les titres que vous trouvez. Ok, mais chez vous, en direct, 10%. 10%. À l'émission. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait. La fongibilité fait qu'on peut, quelqu'un qui voudrait lui récupérer tous les tokens d'un appartement ou d'un immeuble, il va sur les Uniswap, sur les marchés en fait, et il rachète petit à petit, un par un, tous les tokens. Et il peut très bien le faire, et après il peut dire très bien, moi maintenant c'est mon immeuble, je veux l'enlever de la plateforme et je veux le gérer moi-même et je veux aller vivre dedans. Il peut très bien le faire. C'est à lui après tout. Oui. S'il a 100% des tokens, c'est à lui. Ah mais oui, il peut aller vivre dedans, oui. C'est à lui, c'est sa propriété. Légalement, juridiquement, c'est à lui, point. Ah d'accord. Mais c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un investissement immobilier, un revenu passif et de pouvoir justement maintenir cette liquidité. Donc le plus il y a de token holders, le mieux c'est. Alors attends, parce que maintenant j'ai 2 questions. Première question, tu disais en cas de crise, on revend l'immeuble. Donc à aucun moment, en tout cas dans le business plan, il n'est pas question de vendre ces immeubles. Non. Il est question de les garder ad vitam. De les garder le plus longtemps possible. Sauf si un jour, par exemple, alors... Je dis non, c'est pas le but, mais on a quand même eu à un moment une offre sur une propriété en Floride qui a été tokenisée, qui était très intéressante. Ouais. Donc on en parle un peu à la communauté, on essaye de voir. Finalement, il a été décidé de ne pas le faire, de ne pas la vendre. Mais si jamais on a une proposition fantastique, est-ce qu'on décide de la garder? Est-ce qu'on décide d'encourager les gens à staker, donc à emprunter contre, ou est-ce qu'on décide de le mettre sur le marché de la vente? Tout est ouvert. Tout est possible. C'est la communauté qui décide. C'est les propriétaires. De plus en plus. C'est les propriétaires. Tout à fait. Okay. Alors au début, on pilotait quand même le tout, il fallait démarrer. Oui. Mais de plus en plus, et c'est dans le dessin et dans la roadmap de Realty, de laisser les token holders voter et décider. Okay. C'est leur propriété. En fait, on réalise, Claudia, parce qu'avec Claudia, on parle tout le temps
vraiment de l'importance de la communauté. Et en fait, on réalise qu'autour de vous, Realty, autour de chaque immeuble, en fait, autour de chaque bien, il y a une communauté qui s'installe, qui communique via une copropriété finalement, mais qui s'installe décentralisée, c'est-à-dire via Telegram, Discord, etc. Absolument. C'est incroyable. Et qui s'organisent. Ils ont même créé un site web dédié à Realty, d'un dashboard. Un dashboard communautaire où les propriétés sont résumées, où il y a un petit drapeau sur la map pour chaque propriété, la liste des token holders par adresse, donc pas les noms. Est-ce que tu pourrais nous envoyer ces liens qu'on met dans la description ? Bien sûr. Et aussi le lien pour accéder à la newsletter pour que les gens puissent la recevoir ? Absolument. Ok, super. Ouais, ça c'est vraiment dingue, c'est puissant. Ça c'est le Web 3, c'est typique du Web 3. Mais, oui. J'ai une question encore sur l'appartement. Si moi j'ai des tokens Realty, est-ce que je peux m'impliquer? Est-ce que je peux avoir des photos de l'intérieur de l'appart? Est-ce que je peux en savoir plus sur les locataires, au moins le type de locataire? Est-ce que c'est le type de bail qui a été signé, etc. Alors, des photos de l'intérieur, on essaye d'en donner quand on peut. Il y a des mesures aux États-Unis très strictes sur le respect de la vie privée. Donc le nom du locataire, non, vous ne l'aurez pas, je ne peux pas le publier. Le bail, on peut le mettre. Alors après, c'est une question de balance entre quantité de travail et transparence. Realty va être transparent le plus possible et on grandit de plus en plus dans ce sens-là. Quand on a une propriété ou 10 propriétés, mettre 10 baux et les renouveler, ça va. Quand on en a 200, ça devient plus difficile. Quand on en aura 1000, il faut vraiment avoir et l'infrastructure et le manpower, le labeur pour le faire. Bien sûr. En ce moment, on est une équipe de 20, c'est pas trop possible de faire ça. Par contre, on tend vers ça. Maintenant, les photos de l'intérieur, on les met quand on renouvelle l'appartement. Quand si un locataire tourne, part, quitte, on le rénove un peu, on le rafraîchit pour le remettre en location. Encore une fois, les frais de ça sont prévus au moment de l'acquisition du bien. Donc, on le tourne, on le rénove un peu, et à ce moment-là, on prend des photos et on le met. Sinon, pendant qu'il y a un locataire dedans, on ne peut pas prendre de photos, nous, on n'a pas le droit. Bien sûr. Mais donc maintenant, vous êtes 20 et vous êtes tous basés aux États-Unis ? Ah non. Okay. On est décentralisé. En remote tous. Ah oui, on vit, on parle et on prêche. Ça, c'est la décentralisation. Génial. On est aussi bien en Suisse qu'en France, au Brésil, au Canada, aux États-Unis. On a d'autres pays aussi, je ne vais pas... Génial. Et combien de biens aujourd'hui ? 200. Et quand vous mettez un bien en ligne, il part tout de suite, évidemment. Très rapidement. Oui, ça va vite. Nous, on suit ça depuis quelques mois sur ton site. Il y a eu une opportunité. Moi, j'ai acheté quelques tokens il y a un mois, je crois. Il en restait encore un immeuble. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a mis des systèmes en place pour que ça dure plus longtemps. C'est-à-dire qu'on impose des restrictions. Parce que alors, il y a l'aspect, ça part en 45 secondes, c'est génial, d'accord. Ça fait plaisir, on sourit. C'est pas comme ça. Ça génère de la frustration. Ça génère d'abord de la colère de la part des gens qui veulent acheter. Les nouveaux qui ne sont peut-être pas très habiles au début, le temps qu'ils ont sorti la carte, qu'ils aient rentré toutes les données, il n'y a plus rien. Ils ne sont pas contents, ils ne reviennent pas. Oui. Et en plus de ça, si on fait du marketing et on vient sur le site et il n'y a rien à vendre, on a fait du marketing pour rien. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place un système où on met un certain pourcentage en vente à l'émission. 12 heures après, on met le reste à vendre avec des restrictions d'achat. C'est-à-dire qu'on peut acheter que 5 tokens ou 2 tokens ou 1 token. Ça permet aux nouveaux venus d'avoir du temps d'acheter, de faire l'expérience de Realty et d'être plus habile après. C'est quand même un signal fort pour vous. C'est un business énorme à développer. Tout à fait. Si ça part aussi vite, quand on génère des frustrations comme ça, c'est que derrière, on a le bon modèle. C'est ce qu'on pense, oui. Tout à fait. Moi, je tenterais bien une petite incursion pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont du mal à comprendre la révolution de la finance décentralisée dont tu parles. Parlons d'Uniswap, qui est effectivement cet exchange décentralisé. C'est quoi en fait ? C'est des particuliers entre eux qui proposent des liquidités sur des tokens. Mais ce que j'ai compris, c'est que pour proposer de la liquidité sur un token Realty, par rapport à de l'USDT ou à de l'USDC, c'est-à-dire un stablecoin adossé au dollar, donc en gros 1 USDT égale 1 dollar, c'est l'idée en tout cas, il faut qu'il y ait des gens qui aillent dans une pool de liquidité. C'est ça. Alors pour
pour faire simple, en fait, on amène les deux types de tokens. Hein, pour qu'on puisse échanger un token Realty contre des dollars, un stablecoin dollar, il faut qu'il y ait les deux tokens présents sur la plateforme au même moment, en fait. Ça s'appelle une pool de liquidité. Mais donc, c'est vous qui faites la supply de ces liquidités ou on l'a bootstrappé. On l'a démarré au début. Vous l'avez démarré, oui. Ça. Après, maintenant, c'est des particuliers, des token holders et des gens qui veulent profiter de ça. Et en plus, on donne beaucoup de tutoriels sur le sujet, sur le site. Ok. C'est important ça, parce qu'il faut que les gens comprennent ça. Avec des longs films YouTube et des films très courts aussi. On a les deux. Ok, mais avant d'aller voir les films que je vais faire, vous pouvez peut-être expliquer, parce que moi, j'ai pas compris grand-chose. Oui, il faut effectivement, pour que les gens puissent échanger, l'idée d'une e-swap, c'est qu'un particulier puisse vendre son token Realty. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un, soit quelqu'un en face, soit des tokens disponibles pour les échanger. Et l'idée de ça, des pools de liquidité, c'est que les tokens en dollars, ils sont disponibles, ils sont là, ils attendent en fait. Et on vend son token Realty, on récupère du dollar en crypto. C'est exactement ça. Maintenant, les gens imaginent, quand on parle d'un échange, on imagine toujours un échange basé sur l'offre et la demande. Tandis que là, sur les échanges décentralisés, c'est ce qu'on appelle des échanges algorithmiques décentralisés. C'est basé sur un algorithme qui fonctionne grâce à la liquidité, justement, la disponibilité. Donc, il y a un prix qui se crée sur le token, qui n'est pas le même nécessairement que celui que Realty a pratiqué à l'émission. Donc on peut avoir, et pourtant, alors ça c'est une notion dont on n'a pas parlé qui est importante. Aujourd'hui, il y a le marché, on émet le token à $50. Très bien, comment est-ce qu'il évolue dans le temps? Il évolue dans le temps parce que Realty, une fois par an, mandate une compagnie indépendante pour faire une évaluation du bien. Ah oui. Forte de cette évaluation, on prévoit les taxes, les machins, les trucs, et on se dit, la valeur nette du bien, c'est tant maintenant. Et on réajuste le prix du token une fois par an sur ça. Realty s'engage, sans le garantir, à racheter le token si vous voulez le vendre, à une limite par semaine. $2000 par semaine par token holder. Si vous voulez le revendre à travers Realty, vous payez les 3%, vous pouvez. Au prix de la dernière évaluation. Maintenant, quand vous allez sur les échanges décentralisés, on ne contrôle pas la liquidité ou le prix d'échange. Donc il peut y avoir une variation. Ceci dit, comme Realty peut racheter à un prix fixe et donné et connu, généralement la fluctuation est encadrée. Il y a très peu de demandes sauvages de prix qui part en flambée parce qu'il y aurait trop de demandes. Ah ouais. C'est justement limité par ça, ce qui est quand même une certaine assurance et réassurance. Maintenant, c'est vrai que le premier token, la première propriété qu'on a tokenisée, qu'on appelle Marlowe, parce qu'elle est rue Marlowe, ce token-là, beaucoup sont prêts à payer 5 fois le prix, simplement parce qu'il y en a très peu, quoi, c'est tout. C'était la première, c'est collector's item. Mais donc, quelque part, votre modèle empêche la flambée et donc la hype, oui. Mais plutôt l'investissement sur le long terme, sécurisé. C'est exactement ce qu'on voulait. Ça bloque la spéculation. Ça bloque la spéculation rapide. La spéculation que l'on veut, c'est la spéculation sur l'immobilier. Pas nécessairement sur le token, c'est-à-dire c'est le marché immobilier. Ouais. D'où l'importance de l'étude de marché. Pourquoi est-ce qu'on a sélectionné cette ville? Pourquoi est-ce qu'on a sélectionné ce quartier? Pourquoi cette maison? Quelle est la stratégie? Le rendement ou pas? Ouais. Okay. En fait, donc il y a deux types d'immeubles, tu disais, des immeubles dans des quartiers très hype, où là le rendement mensuel n'est pas très élevé, mais par contre le rendement sur 20 ans peut être très élevé. Personne n'a une boule de cristal, mais c'est le but. C'est sur la valeur du bien. Maintenant, nous, on a démarré Realty en ciblant le revenu, le yield, donc le rendement. Okay. C'est ce qu'on a vraiment ciblé au début, avec justement des propriétés qui ramènent 10%. Il y en a, comme il y en a en Europe partout. Il y en a aux États-Unis, pas à Manhattan, encore une fois, et pas à Miami, dans le centre de Miami, non. Mais il y en a dans des villes ou dans des banlieues où on a ce rendement. Après, il faut savoir, le nerf de la guerre, c'est la gestion après. Bien sûr. La gestion en immobilier, surtout dans l'immobilier résidentiel, est cruciale. À Rémi et à moi, c'est notre métier. Donc nous, Realty ne fait pas la gestion.
Mais par contre, on sait vérifier et gérer les gestionnaires de propriété. Je crois qu'on appelle ça des syndics. Syndic, Je trouve ça génial comme nom. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça des syndics. Je trouve ça super. Syndic de copropriété. Syndic, c'est une connotation négative, un syndic. C'est vrai. Voilà. Mais donc, en gros, moi j'aime bien les investissements où tu places et tu oublies, tu vois. Oui. Ce qu'on est en train de créer aujourd'hui, il n'y a que des individus qui peuvent acheter un token. On est en train de mettre en place un système pour que les compagnies puissent, dans le but justement de pouvoir permettre à des trusts, je ne sais pas comment on appelle ça en Europe, je crois que c'est des fiducies. Non, pas des fonds, des trusts pour les enfants. Ah, ok. C'est des fondations familiales. Voilà, des fondations familiales en disant le but c'est d'acheter, d'oublier. Et on verra l'immobilier dans quelques temps. On le nourrit régulièrement ou pas. Mais on met un petit token, un petit $50 et on laisse accumuler le temps. Et dans 10 ans, généralement un cycle immobilier, quand on investit dans l'immobilier, il faut quand même, faut pas vouloir revendre ou faut pas se dire je le fais pour la semaine. On peut tester peut-être, mais c'est pas le but. Le but c'est d'avoir un horizon plus long terme. Mais généralement au bout de 10 ans, on a de bonnes surprises. On est content de l'avoir fait. Non, mais alors, par exemple, son token qu'on a acheté $50, dans 10 ans, l'idée, on est d'accord, c'est qu'il vaille toujours $50 ? Non. Plus, beaucoup plus. Non, puisqu'il est réévalué une fois par an. Ah, il est réévalué, c'est ça. Sur la valeur du marché. Donc, ok. Ah bah oui, c'est le but que ça du vaille beaucoup marché, plus. voilà, du marché. Donc on réévalue. Donc en plus de ça, les loyers augmentent. Ils sont rénovés de par la gestion. Hein. Généralement, les loyers sont indexés sur l'inflation au minima. Ah, oui. Et ensuite de ça, il y a l'évaluation de la propriété par rapport au marché, à la demande. J'imaginais que le rendement allait augmenter au bout de 10 ans, le rendement augmente, mais... Ben, ça arrive. Quand les propriétés augmentent de valeur, souvent le rendement aussi augmente. Généralement, c'est en décalage. Par exemple, ce qu'on a vécu de la dernière année est assez exceptionnel en immobilier. Il y a eu quand même une croissance de la valeur immobilière un peu partout dans le monde, je pense, un peu sauvage. Et donc les loyers vont suivre, mais pas tout de suite. Donc ceux qui achètent maintenant avec les loyers d'avant au prix d'aujourd'hui, effectivement la rentabilité est beaucoup plus faible. Mais les loyers vont se rajuster avec le temps. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais donc vous avez lancé ça juste avant le Covid, en fait. Juste avant le Covid, oui. Il faut imaginer. Février 2019, on met tout en place, on développe la technologie, on fait des trucs, on fait les tests. Le légal. On fait le légal. Le légal, on avait commencé dès novembre 2018. Mais on y va quand même, on fait ce qu'il faut. On commence à faire des vraies transactions commerciales en septembre. En novembre, on est les premiers security tokens sur Index, donc sur Uniswap justement. Ça commence à démarrer comme il faut. Janvier 2020, un mois exceptionnel. Et mars arrive, c'est le Covid, tout est fermé, rien ne bouge, on peut même pas aller vérifier les propriétés, on peut pas faire mais alors on s'est dit non mais c'est pas possible quoi. Mais finalement ça s'est très bien passé. Oui, parce que les gens n'ont jamais eu autant envie d'acheter finalement. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, en plus, on avait des biens immobiliers dont les loyers étaient subventionnés par l'État américain. Ce qui fait que à ce moment-là, au tout début de la crise, il y avait un moratoire sur les loyers et beaucoup de locataires ne payaient pas leur loyer. Mais nous, à ce moment-là, on avait quasi exclusivement des biens dont les locataires étaient subventionnés par l'État. Donc nous, on a continué à collecter à travers cette période-là et je pense que ça a montré la puissance de l'investissement immobilier quand il est bien géré. Oui, et puis il y avait des primes Covid aussi. Les États-Unis envoyaient $1,000 ou je sais plus par mois aux locataires. Et nous, on a vu à Bruxelles aussi, juste après le premier confinement, la flambée des prix immobiliers en juin 2020. Tout le monde a voulu acheter de la pierre parce que on s'est dit, les gens se sont dit c'est la crise, peut-être ça va s'installer cette pandémie et donc on va mettre notre argent à l'abri dans de la pierre. Et il se passait un phénomène assez incroyable, c'est que essentiellement sur les petits appartes, une chambre ou les studios, les gens mettaient en vente à un prix X et en fait ils ouvraient pour les visites, il y avait 20 personnes et les gens étaient avec du cash pour bloquer la vente tout de suite. Absolument. Et les gens sortaient du cash alors que plus personne n'a de cash. Mais ça a été assez mondial. On l'a retrouvé dans tous les pays. On l'a retrouvé au Canada, on l'a retrouvé aux États-Unis, dans toutes les villes des États-Unis. On l'a retrouvé en Europe. Tu en parles là juste maintenant. C'est assez incroyable. C'est assez exceptionnel. Je fais de l'immobilier depuis 30 ans maintenant. J'ai rarement vu ça. Je peux même dire, je pense que j'ai jamais vu ça. En 1 an, 2 ans,
c'est exceptionnel. Oui, tout à fait. Donc est-ce que ça va durer? Probablement pas. Par contre, il y a une inflation, c'est vrai, et je persiste à dire que le meilleur investissement pour parer à l'inflation, ça reste l'immobilier résidentiel. Il n'y a rien de mieux. Mais en tout cas, ça c'est comme mot de la fin pour conclure, c'est parfait parce que l'inflation, ça devient le sujet majeur, préoccupant pour tout le monde. Pour de bonnes raisons. Et pour de bonnes raisons. Jean-Marc, merci beaucoup. On arrive, tu vois, on pourrait encore en parler longtemps parce que c'est vraiment un sujet incroyable. Ouais, moi, je peux parler realty tout le temps. Mais justement, est-ce que tu as envie d'ajouter des choses avant de clôturer, des choses importantes que tu aurais oublié de dire? Laissez-vous tenter, achetez un token, c'est liquide. Essayez de voir, faites-en l'expérience, voyez ce que ça donne. Ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, c'est liquide. On retrouve donc Jean-Marc, on retrouve Realty sur le web realty.co. Donc Real, c'est REALT.co tout simplement. On mettra le lien dans la description. On mettra aussi les liens que tu vas nous envoyer. Absolument. Inscrivez-vous pour la newsletter pour être tenu au courant des nouveaux biens mis sur le marché. Il suffit d'aller sur nftbusiness.tech pour notre newsletter, pas celle de Realty. Et merci encore Jean-Marc et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur notre podcast, surtout ça nous aide, ça nous fait remonter dans les algorithmes. Jean-Marc aussi, 5 Absolument, étoiles et le pouce bleu, les 5 étoiles, tout. La petite cloche, tout. Tu nous fais un complet boulette. Absolument. Voilà. En tout cas, merci, c'était passionnant. On aura de quoi répondre à tous ces gens qui sont réfractaires au changement, en tout cas. Nous, on était convaincus avant de commencer. Merci beaucoup. Voilà, et à très bientôt. C'était un plaisir d'être là. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.